Ce soir, nous allons avoir le plaisir de pouvoir échanger avec Bruno Fuvigny, qui est l'auteur, entre autres, d'un Tour du monde des terres oubliées de la France, ouvrage qu'il a publié l'année dernière. Au-delà de ses succès d'écrivain éclectique, Bruno Fuvigny est également haut fonctionnaire et maître de conférences à Sciences Po Paris, où il enseigne les institutions politiques. Ce soir, entre anecdotes et réflexions, il nous fera redécouvrir ces confettis de la République, souvent terrestres, mais bien évidemment également maritimes, oubliés et méconnus des Français, mais qui font aussi toute l'importance stratégique de la France. Bien, bonsoir à tous et merci de votre présence. Avant toute chose, je remercie Alexandre Duval et les organisateurs d'avoir rendu possible ce rendez-vous. Et je ne vous cacherai pas que, fils d'officier, même si c'était dans l'infanterie de marine au départ et ensuite dans l'armée de terre, eh bien c'est avec émotion que je me retrouve à parler ce soir dans l'enceinte de l'école militaire et dans cet amphithéâtre. Alors, très honnêtement, lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, j'étais loin d'imaginer qu'il ferait l'objet d'une soirée en ces lieux. Car, pour ne rien vous cacher, c'est un livre qui fait quand même une certaine part au second degré, c'est un livre qui fait une grande part à l'anecdote, c'est un livre qui raconte surtout des aventures humaines insolites, étranges, imprévisibles, et qui toutes tournent autour du thème du territoire. Simplement, quand on amalgame toutes ces histoires, eh bien on aboutit à quelque chose de singulier, d'assez différent de ce que l'on entend aujourd'hui. Et c'est peut-être ça qui a fait peut-être une partie du succès de ce livre. Je dis succès, pas du tout par immodestie. C'est un livre dont le premier tirage était très modeste, chez un petit éditeur qui fait du très beau travail, les éditions du Trésor, mais qui est une toute petite maison d'édition. Et puis très vite, l'éditeur et moi, nous avons senti que nous étions un petit peu dépassés par ce livre. C'est-à-dire que les médias se sont jetés dessus, il a fallu le réimprimer. Ça fait 1 an et demi que ça dure, et il y a un public qui s'est vraiment emparé de ce livre et qui cherche peut-être beaucoup plus que ce que je pensais y mettre moi-même au début. Nous sommes dans un contexte un petit peu morose, où on a tendance à présenter la France comme un petit recoin sinistré du continent européen, perclus de douleur, un petit peu mal à l'aise, un petit peu grognon. Eh bien, ce petit coin mal à l'aise de l'Europe, moi je dis que c'est un empire. Je dis que c'est un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Alors, ce faisant, je ne fais pas profession d'ultranationalisme, je consulte simplement des cartes et des atlas. Et quand je dis que la France est un empire, entendons-nous bien, je ne parle ni de l'empire napoléonien, ni de l'empire colonial des rois, ni de l'empire colonial de la République, ces empires du passé. Je parle de la France d'aujourd'hui, mais qui doit beaucoup, bien sûr, à ces 3 empires. Alors, bien sûr, je pourrais faire comme à Sciences Po, un exposé théorique avec beaucoup de parties et de sous-parties. J'ai pensé que pour ce soir, le plus simple, ce serait de commencer par un voyage, tout simplement. Nous allons faire un voyage à partir d'une carte, et nous allons faire un tour du monde, mais un tour du monde tout à fait singulier, un tour du monde avec contraintes. Nous allons faire le tour du monde sans quitter la France. Alors, voici donc la carte qui illustre le livre, c'est-à-dire que la jaquette du livre, comme j'ai beaucoup insisté auprès de l'éditeur pour qu'il y ait une carte, il a eu une idée géniale, la jaquette du livre se déplie et forme une carte grand format. C'est une carte moderne, même si ça ne saute pas aux yeux, elle a été commandée à un dessinateur argentin, Sergio Aquindo, qui s'est inspiré bien sûr de l'esthétique des anciens portulans, mais qui a figuré ces territoires que j'évoque dans le livre par autant de petits drapeaux tricolores. Alors, bien sûr, nous allons partir de la France métropolitaine, et il y aurait plusieurs routes possibles. Moi, je vous invite à partir vers l'ouest. Alors, imaginons que nous quittions la France depuis un port normand, par exemple. Évidemment, nous allons éviter les îles anglo-normandes, Jersey, Guernesey, qui ne sont plus strictement françaises, mais, contrairement à une idée répandue, elles ne sont pas anglaises. Comme vous le savez, ce sont des bailliages indépendants, et c'est tout ce qui reste du duché de Normandie, avec des coutumes particulières qui les distinguent, bien sûr, du Royaume-Uni,
Par exemple, ces deux îles ont chacune leur propre parlement, elles ne sont pas représentées au Parlement britannique. Et puis au passage, de loin, on peut faire un petit coucou parce que à Guernesey, il y a au moins un petit morceau de territoire qui est redevenu français. Vous savez que Victor Hugo s'était réfugié à Guernesey, et bien sa maison de Hauteville House est propriété de la mairie de Paris. J'ai tendance à dire que c'est le 21e arrondissement de Paris, hein, il y a une possession extérieure de la ville de Paris dans les îles anglo-normandes. Alors tout ça ne suffit pas à faire un empire, donc nous allons avancer encore un petit peu, on va descendre sur la façade atlantique, et peut-être une petite escale ici, ce point mystérieux. Nous sommes donc à la frontière franco-espagnole. Sur la façade atlantique, cette frontière est délimitée par un cours d'eau qui s'appelle la Bidasoa. Jusque-là, rien de très classique, sauf que, pas de chance, il y a une île au milieu de la Bidasoa. Et alors, pour les diplomates, c'est toujours un petit peu embêtant quand il y a des îles au milieu d'un fleuve frontière. Dans le cas de cette île, qui s'appelle l'île des Faisans, je vous expliquerai pourquoi dans un instant, parce qu'on a quand même du mal à imaginer des faisans au milieu d'un fleuve. Il y a des canards sur cette île, mais pourquoi des faisans? Et cette île, elle a quand même rendu des services, parce que, étant entre la France et l'Espagne, en quelque sorte, eh bien, elle a servi de sas à plusieurs reprises, en particulier sous la monarchie. Par exemple, c'est par l'île des Faisans que François Ier a été rendu aux Français après le paiement de sa rançon, hein, au lendemain du désastre de Pavie. De la même façon, c'est sur l'île des Faisans qu'a été arrangé le mariage de Louis XIV. Et puis, pendant très longtemps, donc, cette île a été un entre-deux de la France et de l'Espagne. Ce qui était pratique dans les grandes occasions, mais bon, pas tous les jours un roi qui est rendu contre rançon. Au quotidien, ça posait quand même un certain nombre de problèmes, parce que, bon, il y a des poissons dans la Bidasoa, à une époque il y avait même des saumons, et évidemment les pêcheurs des deux bords s'y castagnaient joyeusement. Donc il a fallu trouver le moyen de régler un petit peu la police sur cette minuscule île des Faisans, environ 200 mètres de long sur 30 mètres de large. Et on a fait appel aux diplomates. C'est pour ça qu'elle s'appelle l'île des Faisans. Les faisans au sens de ceux qui font. Hein, le participe présent du verbe faire, ceux qui font, ceux qui ont le pouvoir de faire, les diplomates. Et les diplomates, eh bien, on agit en diplomate. Hein, on ne peut quand même pas se battre pour une petite île comme ça. Donc on va mettre au point un système kafkaïen. Et le système kafkaïen est le suivant. Il a fait l'objet d'un traité signé en 1901, qui est toujours appliqué. L'île est en indivision perpétuelle entre la France et l'Espagne, mais pour l'exercice de la souveraineté, en particulier de la police sur le territoire de l'île, eh bien, elle est confiée alternativement 6 mois à la France, 6 mois à l'Espagne. Donc l'île est actuellement française, mais j'ai la douleur de vous révéler que le 1er février prochain, notre beau pays va perdre comme cela une trentaine d'hectares, qu'il récupérera le 1er août suivant, et ça ne fut plus d'un siècle que ça dure de cette manière. Alors, bien sûr, c'est tout à fait anecdotique, mais ce qui est quand même amusant, c'est que dans la mesure où ce territoire a un statut tellement particulier qu'il ne dépend pas des communes avoisinantes, donc il ne dépend pas non plus du département voisin des Pyrénées-Atlantiques, il ne dépend pas plus de la région Aquitaine. En fait, ce territoire, lorsqu'il est français, dépend directement de l'autorité supérieure. Et ça aurait quand même été compliqué de mettre à l'Élysée quelqu'un qui ait pour unique fonction l'administration de l'île des Faisans, qui bien sûr n'a pas d'habitants humains permanents, uniquement les canards que j'évoquais tout à l'heure, avec une stèle, un mât de drapeau et ce genre de choses, et des pelouses à entretenir. Et donc, à qui a-t-on confié l'île des Faisans? Bien sûr, à la marine. Et s'il y a parmi vous des marins ou de futurs marins, eh bien, il y a un poste tout à fait intéressant du 1er août au 1er février. C'est celui d'officier commandant la station navale de l'Adour, parce que, ès-qualité, eh bien, vous êtes seul maître après Dieu, et même pas après Dieu, car nous sommes quand même une république laïque, seul maître de l'île des Faisans. C'est le seul territoire aujourd'hui qui soit intégralement administré par la marine, vraiment comme au temps des colonies, sauf qu'on est au cœur de l'Europe, à la frontière franco-espagnole. Alors, cette île des Faisans au statut si particulier, il n'y a quand même pas grand-chose à y faire, donc quittons-la et partons sur le vaste océan. Alors, on peut faire petite visite ici, je vous parlais de l'Empire napoléonien, c'est là qu'il a fini.
c'est bien sûr l'île de Sainte-Hélène. Alors bien sûr, vous exclamerez tous, mais l'île de Sainte-Hélène est britannique, monsieur, et vous aurez raison. Oui, l'île de Sainte-Hélène est britannique. Simplement, un certain nombre de sites au cœur de cette île sont si intimement liés aux souvenirs de Napoléon que sous le Second Empire, à un moment de bonne relation entre Napoléon III et la reine Victoria, un traité a été signé qui a fait que Longwood, la vallée du Tombeau, la ferme des Briards, donc les trois lieux qui sont vraiment liés au séjour de Napoléon dans l'île, eh bien, forment des enclaves françaises. Ce ne sont pas des propriétés, ce sont véritablement des extraterritorialités, au même titre que des ambassades, en fait. Et d'ailleurs, ces trois territoires-là, donc trois territoires discontinus à l'intérieur de l'île britannique, sont en fait administrés par le Quai d'Orsay. Et il y a une sorte de conservateur dans ces territoires, mais qui a un statut diplomatique analogue à celui d'un consul. Et alors là aussi, bon, c'est bien connu des Napoléoniens, ça l'est moins du grand public. Jusqu'à maintenant, c'était assez confidentiel, mais il faut savoir que depuis peu, une ligne aérienne, parce qu'avant il fallait y aller, une ligne aérienne va être ouverte depuis Londres, depuis Heathrow, pour aller à Sainte-Hélène, ce qui devrait amener beaucoup plus de monde qu'à l'époque où il fallait quand même un mois de bateau pour y parvenir. Et alors là, ça va être passionnant parce que les masses de touristes qui vont vouloir visiter l'île, eh bien, vont arriver dans une île britannique, mais par contre, à la boutique de souvenirs, ils seront en territoire français, et donc il faudra avoir à la fois des livres et des euros. Donc là aussi, c'est tout à fait intéressant d'un point de vue à la fois diplomatique, juridique et même économique. Remontons un petit peu, allons vers des eaux un peu plus chaudes, dans la zone Caraïbe. Alors bien évidemment, lorsque j'évoque la France oubliée, les terres françaises oubliées, je ne mentionne même pas les départements d'outre-mer, les pays d'outre-mer, bien connus de tous, donc je n'évoquerai que pour mémoire, vous voyez que je n'évoque même pas par exemple Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est en Amérique du Nord, aux portes du Canada. Je ne parlerai pas de la Guyane, je ne parlerai pas de la Guadeloupe, ni de la Martinique. Je me concentrerai sur un territoire, là aussi tout à fait singulier, ici. C'est juste en sortant du port du Marin, au sud de la Martinique. C'est un site vraiment magnifique. Et puis vous avez un gros rocher pointu qui a le nom de Diamant, le rocher Diamant. Et si vous regardez avec attention les bateaux qui passent, vous verrez que quand vous avez un Britannique ou un ressortissant d'un pays du Commonwealth, avec un drapeau dans lequel est cantonné le drapeau britannique, vous verrez que normalement ce bateau salue ce rocher. Ce qui est tout à fait étrange, inhabituel. Ça s'explique parce que, eh bien, au temps, là encore, du Premier Empire, il y a eu une bataille au large de la Martinique avec ce rocher qui comporte des grottes qui avaient été fortifiées par les Britanniques. Et le gouverneur de la Martinique, Villaret-Joyeuse, a dû monter une opération extrêmement coûteuse en hommes, extrêmement coûteuse tout court d'ailleurs, 5 navires, 3 jours de combat, comme les navires commandés par Cosmao Carjulien, qui était vraiment un grand marin, pour réussir à déloger les Anglais de cette véritable forteresse naturelle qu'ils ont tenue le plus longtemps possible. Ce qui fait que les Britanniques ne contestent pas que le rocher du Diamant soit un territoire français, ils contestent que ce soit un territoire. Pour eux, c'est un vaisseau, c'est un navire, hein, c'est le navire de Sa Majesté Diamond Rock, et pas du tout un rocher. Et donc, ils considèrent que c'est un vaisseau. Ça fait partie des quelques petits contentieux territoriaux qu'on peut encore avoir qui traînent comme ça. Alors, arrivant au fond de la Caraïbe, on se heurte à l'isthme centra-américain, sauf que, bien sûr, vous le savez, il y a le canal de Panama. Il y a le canal de Panama depuis un siècle seulement. Eh bien, figurez-vous que bien avant, nous sommes dans les années 1840, il y avait ici, en Équateur, un Français qui venait des Pyrénées, qui avait un nom bien typique, Léon Uturguru, et qui était négociant, mais aussi, en plus, et à l'époque les fonctions étaient purement bénévoles, il était consul de France à Quito. Et c'est le moment où les anciennes colonies espagnoles prennent leur envol, accèdent à l'indépendance, et donc c'est le moment où va se créer ici la fameuse République de l'Équateur qui existe toujours. Et notre Français, Léon Uturguru, fin politique, a ouvert un petit peu sa cagnotte
à deux militaires, deux traîneurs de sabre un peu plus tôt, là-bas, qui, de coup d'État en coup d'État, de révolte en révolte, eh bien, vont réussir à prendre les rênes de cette république équatorienne toute neuve. Bien, donc, politiquement c'est intéressant, sauf que vient le moment de rembourser les dettes, et les deux généraux, le principal étant Flores, qui va devenir président de l'Équateur, les deux généraux évidemment n'ont pas un sou. Ils ont tout dépensé en guerre, en parties de cartes, en beuveries diverses. Il ne reste absolument plus rien pour rembourser le français. Et ils lui font la proposition suivante. Vraiment, on n'a plus un sou, mais avec notre territoire, les Espagnols ont lâché un archipel au large, là, ça s'appelle les Galapagos. Nous, on n'en fera jamais rien, on n'a même pas de marine. Donc, pour régler nos dettes, ben, on te les vend, puis tu pourras les revendre à la France. Alors, tout content, le consul écrit au Quai d'Orsay, et il y a une longue lettre extraordinaire dans les archives, dans laquelle il explique que tout ça, hein, que par une sorte de dette privée au départ, la France peut se rendre propriétaire de l'archipel des Galapagos, et puis pour convaincre son ministre, qui est Guizot à l'époque, il explique que ce serait vraiment intéressant, parce que si un jour, comme il y a un projet qui circule, on creusait un canal dans l'isthme centra-américain, ça ferait une base navale au débouché, et ce serait vraiment très intéressant. Alors évidemment, au Quai d'Orsay, tout le monde rigole, c'est pas demain qu'on va creuser un canal à travers l'isthme centra-américain, on laisse filer. Et notre pauvre consul, finalement, se dit que, ayant perdu son argent, il ne va pas tout perdre, il va au moins réclamer pour lui une île. Et une des plus grandes îles de l'archipel, qui s'appelle Floréana, du nom du général Flores dont je vous ai parlé, eh bien, va devenir sa propriété. Ce qui est remarquable, c'est qu'à la fin de sa vie, donc là nous sommes sous le Second Empire, à la fin de sa vie, il revient dans son petit village des Pyrénées, qui s'appelle Barcus, et puis il n'a pas d'enfant. Quand il meurt, il lègue tous ses biens au bureau qui s'occupe des indigents de la commune. C'est-à-dire que la commune se retrouve propriétaire d'une île des Galapagos, commune qui, bien entendu, n'a aucun accès à la mer. Et alors, ce qui est remarquable, c'est que depuis 150 ans, les Barcockstar, c'est le nom des habitants de Barcus, réclament leur île. C'est-à-dire que c'est devenu quelque chose d'assez important dans cette petite commune de montagne. Ils ont intégré l'île dans leur folklore local. Et à une époque, la dernière démarche remonte aux années 1980. Ils s'étaient rendus compte qu'il y avait dans l'entourage de Reagan un sénateur qui était d'origine basque. Et ils ont fait une démarche pour lui dire est-ce que les États-Unis ne pourraient pas faire pression sur le gouvernement équatorien pour qu'on reconnaisse la propriété de Barcus, et donc par conséquent de la France, sur ces Galapagos. Cette anecdote serait totalement sans intérêt si, au moment où on a effectivement creusé le canal de Panama, eh bien, au Quai d'Orsay, on ne s'était pas demandé si effectivement, finalement, oui, ce n'était pas une mauvaise idée du tout que de posséder les Galapagos. Et donc, on a, mais beaucoup trop tard, remué les cartons, retrouvé ces documents, essayé de faire valoir les droits sur les Galapagos, hélas, peine perdue. Alors, vous me direz, dans le Pacifique, il y a une autre possession française, plus connue et moins discutée, c'est Clipperton. Mais à l'époque, Clipperton, peu de gens d'abord connaissaient, et puis le caractère français de l'île de Clipperton était plus que contesté. Clipperton, d'abord le nom montre bien que ce n'est pas vraiment un Français qui l'a découvert, hein, c'est une altération de Clippington, pirate on ne peut plus anglais. Et puis cette île, bien sûr, il y a un navire envoyé par Napoléon III qui en a pris possession en 1858, mais il y a un voisin assez chauvin qui s'appelle le Mexique et qui n'a jamais considéré cette prise de possession comme valable. Et donc il y a un vieux contentieux entre la France et le Mexique sur l'île de Clipperton et bien sûr toutes les eaux qui l'environnent. Et ce contentieux a fini par faire l'objet d'un arbitrage devant le roi d'Italie, ce qui fait que voilà, personne ne perdait la face, et puis c'était sans doute un arbitrage qui était destiné à n'aboutir jamais. Tout le monde avait complètement oublié Clipperton et l'arbitrage, quand en 1931, dans la perspective d'une conférence sur les armements navals, Mussolini fait savoir à ses diplomates que ça serait bien de faire un petit geste en direction de la France, trouver quelque chose qui amadoue les Français pour qu'on soit bons amis au moment de cette importante conférence. Et un diplomate italien se souvient de ce vieux dossier poussiéreux de Clipperton, et à la surprise générale, en 1931, Clipperton est attribué à la France. Fureur des Mexicains, mais alors grand étonnement chez les Français. J'ai trouvé une lettre de l'ambassadeur de France à Rome
qui est plus qu'embêté, qui parle d'excédent de bagages à propos de ce territoire nouveau. Et la presse va titrer « Une colonie française égarée dans un carton des ministères » et retrouvée. Effectivement, c'est une île qu'on avait complètement oubliée. Depuis 1931, la possession française de cette île est en droit international, si vous voulez, solide par l'arbitrage italien, même si au Mexique, ça continue de faire grincer des dents. Je vous en reparlerai peut-être un peu plus tard à propos du plateau continental. Alors là, nous sommes dans le Pacifique, donc on peut beaucoup voyager. Je n'évoque pas, évidemment, la Polynésie française, Wallis et Futuna, bien connue, et allons directement du côté de la Nouvelle-Calédonie, mais pas seulement de la Nouvelle-Calédonie, parce qui elle aussi est bien connue, un petit peu plus à l'ouest, en allant vers l'Australie, tout près de l'Australie, plus près de l'Australie que la Nouvelle-Calédonie, il y a encore un ensemble d'îles qui n'a pas un nom bien français, les îles Chesterfield. Eh bien, les îles Chesterfield, c'est français. Je vous dirais que j'ai commencé à écrire ce livre un jour que, feuilletant un atlas, j'ai vu Chesterfield Islands, entre parenthèses, F. Ça ne peut pas être français, ça. Ça s'appelle les îles Chesterfield, c'est au large de l'Australie, j'en ai jamais entendu parler, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fouillant, je me suis rendu compte que c'était on ne peut plus français, grâce à une histoire humaine, alors là, absolument extraordinaire. Pendant très longtemps, ces îles elles étaient connues des navigateurs, ils avaient plutôt tendance à les éviter parce qu'elles sont vraiment dangereuses. Au total, les Chesterfield, ça représente 1 km² de terre ferme. Mais ce kilomètre carré, il faut se le figurer fractionné en une soixantaine d'îles, d'îlots, de récifs, de bancs sablonneux, qui s'étendent, eux, sur 20 000 km² d'étendue océanique. D'accord? Donc c'est vraiment une poussière d'îles et de récifs et de rochers. Alors les navigateurs avaient tendance à l'éviter, par contre les baleiniers, au début du 19e siècle, y allaient volontiers, d'abord parce qu'il y avait effectivement des cétacés à pêcher, et aussi parce que sur les plus gros de ces îlots, on pouvait mettre pied à terre et chasser. Et donc varier un petit peu l'ordinaire. On trouvait des œufs, on trouvait un certain nombre d'oiseaux qui étaient comestibles. Et donc on a des récits de baleiniers qui montrent qu'en fait, les baleiniers américains, britanniques, français s'y croisent, ne s'y battent pas trop, et que la question de la nationalité de l'archipel n'est pas du tout posée. On fait un petit bond dans le temps, il y a de moins en moins de baleiniers, nous sommes en 1878, et puis arrive un petit bateau en Nouvelle-Calédonie, commandé par un Anglais, le capitaine Knox. Il fait escale, il cherche à se procurer un peu de matériel, mais il n'a pas beaucoup d'argent, il demande un crédit à un héros national oublié qui est Alcide Jean Desmazures, qui est un négociant français de Nouvelle-Calédonie. Et Alcide Jean Desmazures, veut bien faire affaire avec l'anglais, mais comprend que ce sera à crédit, bon, ça l'embête un peu, il discute, et puis l'anglais finit par lui confier qu'en fait, il fait escale là, il va un peu plus loin aux îles Chesterfield, parce qu'il va en prendre possession pour les Britanniques. Ah, c'est intéressant. Et il va en prendre possession pour les Britanniques parce que dans ces années 1870 et ensuite 1880, il y a ce qu'on appelle le boom du guano. Vous savez tous ce qu'est le guano, hein, cet engrais extraordinaire qu'on tire des déjections d'oiseaux de mer qui, accumulés sur les petites îles, forment de véritables gisements à ciel ouvert. À cette époque, ça vaut très cher, c'est du phosphate pur, et donc les Anglais ont l'intention d'exploiter le guano. Ah ouais? Ah ouais? Bon, et donc on discute, évidemment on fait voir ce capitaine anglais, il n'y a pas beaucoup de sous, donc on lui avance, puis on lui offre une bière, etc., puis une deuxième, puis une troisième, puis quand il est vraiment complètement sous, qu'il roule sous la table, on court prévenir le gouverneur français à Nouméa pour lui dire voilà, les Anglais veulent s'emparer des Chesterfield. Et ces îles dont personne ne se préoccupait depuis des décennies, à partir du moment où les Anglais s'y intéressent, évidemment, on va vouloir en prendre possession. Et donc on envoie à toute allure l'aviso à vapeur, la Seudre, le navire le plus rapide de Nouméa, pour s'emparer de ces Chesterfield. Et non seulement on s'en empare, mais alors là, il y a un procès verbal de prise de possession qui est un modèle du genre. On tire 21 coups de canon protocolaires, il y a une cérémonie, on plante le drapeau, etc., etc. Et puis non seulement on prend possession, mais immédiatement on débarque, Alcide Jean Desmazures, les ouvriers, le capitaine anglais qui finalement, ayant dessoulé, s'est rendu compte que c'était les Français qui allaient exploiter le guano, donc qui va l'exploiter avec eux. Et puis, c'est là que la France est vraiment la France, on débarque également un agent du fisc. Il n'est pas question qu'on récolte du guano, comme ça en franchise d'un. Et donc les archives font apparaître un monsieur Martin
qui vient avec sa femme, Madame Martin, et qui a pour fonction de prélever 1 franc par tonne de guano. Et ils vont quand même tenir 3 mois. Donc il faut s'imaginer ce couple sous une tente, dans une île où il n'y a rien, à part des ouvriers qui sont en train de collecter de la fiente d'oiseaux de mer séchée, à essayer d'évaluer l'impôt dû sur le guano. Bon, ils craquent, ils s'en vont, ils partent. Finalement, l'imposition sur le guano sera faite sur la base d'une simple déclaration, et vous l'imaginez, à ce moment-là, les oiseaux de mer sont pris d'une constipation totale. Les tonnages s'effondrent. En fait, Alcide Jean des Masures écoule son guano vers l'Australie directement et en franchise d'impôt. N'empêche que, entre-temps, eh bien, le drapeau français a été planté sur les Chesterfield et ces îles sont toujours françaises aujourd'hui. Avec tout de même un bémol, c'est que ces territoires sont français, mais ils sont inhabités. Il y a une station météo, mais qui est automatique, et en réalité, ces territoires sont pillés essentiellement par des Australiens. Parce qu'en particulier, on y trouve, d'abord, du pêcher bien sûr, on y trouve des coquillages très rares qui valent assez cher dans le milieu des collectionneurs, et donc régulièrement, il y a des gens qui passent pour les ramasser. Il y avait quelques souvenirs historiques liés à des navires, etc., qui visiblement ont été ramassés, d'après les informations que j'ai pu avoir des rares personnes que j'ai pu contacter qui sont allées sur place. Donc c'est un bon exemple d'un territoire indéniablement français, là il n'y a vraiment aucune contestation, mais laissé totalement à l'abandon, alors que ce sont des îles en photo extrêmement belles. Je dis en photo, hein, c'est une photo des Chesterfield, ça ressemble vraiment à un poster d'agence de voyage, sable fin, cocotier, mer bleue, magnifique. Tous les témoins insistent quand même sur le fait que ça pue terriblement la déjection d'oiseaux de mer au Mont-Saint-Jean. Alors, lassés des Chesterfield et de leurs odeurs fétides et du climat chaud, vous pouvez descendre beaucoup plus au sud, donc vous contournez l'Australie, aller dans les mers froides. Alors, il y a plusieurs territoires à visiter. Par exemple, si vous descendez au sud de Hobart, voilà, vous arrivez sur le continent antarctique, et là, il y a un territoire qui n'est pas une île, qui est un territoire gigantesque, la Terre Adélie. La Terre Adélie a été découverte par le navigateur Dumont d'Urville, qui avait fait une exploration très poussée du continent, enfin des côtes bien sûr, du continent antarctique, à bord de l'Astrolabe et de la Zélée. Dumont d'Urville a d'abord repéré la Terre Louis-Philippe, on est sous la monarchie de Juillet, puis cette terre qu'il appelle Adélie, en l'honneur de sa femme, qui se prénommait Adèle. Alors évidemment, les mauvaises langues diront que baptiser du nom de sa femme un territoire glacial n'est peut-être pas si gentil que ça, mais toujours est-il que c'est le nom que ce territoire a conservé depuis, la Terre Adélie. La Terre Adélie, il faut se la figurer comme une immense part de tarte qui partirait du pôle sud et qui irait jusqu'à ce point du littoral. Alors, si on a une carte de l'Antarctique, on dirait une assez fine part de tarte. Sauf que, vu ce que sont les dimensions du continent antarctique, ça fait 430 000 km². En fait, c'est plus grand que l'Allemagne. Bien sûr, il n'y a aucune population autochtone, indigène. Bien sûr, c'est glacial. En fait, la seule présence humaine, ce sont les bases scientifiques, et en particulier, évidemment, Dumont d'Urville, avec une population de scientifiques, de techniciens et quelques militaires qui sont relevés périodiquement. Il n'empêche, c'est français. Et d'ailleurs, alors, en tout cas, c'est un territoire dont la France a pris possession. Il y a bien sûr le traité de Washington qui a gelé les prétentions territoriales en Antarctique. Ça ne veut pas dire qu'il les a annulées. Et puis la France n'est pas la seule, bien sûr, à s'intéresser à l'Antarctique. Et de part et d'autre de cette part de tarte, eh bien, se trouve l'Antarctique australienne, par exemple. Ce qui fait que notre France, loin d'être hexagonale, a sa plus longue frontière terrestre avec l'Australie, puisque nous avons plusieurs milliers de kilomètres du pôle sud à la Terre Adélie, sur deux côtés, sur deux flancs, qui sont des frontières toutes droites avec l'Australie. Et puis, évidemment, nous avons une frontière maritime avec l'Australie au niveau des Chesterfields déjà évoqués. Alors, si nous quittons le continent antarctique, pour aller vers ici, nous avons un ensemble d'îles subantarctiques, bien sûr les fameuses Kerguelen, mais aussi les îles Crozet, Amsterdam, Saint-Paul,
Ces îles, avec la terre Adélie, forment un ensemble administratif qu'on appelle les TAAF, avec 2 A, Terres australes et Antarctique françaises. C'est une collectivité curieuse, hein, puisque c'est un territoire français, composé de plusieurs districts, territoire qui, lui non plus, n'a pas de population autochtone, indigène, etc. Et, par contre, des chercheurs, des techniciens, des militaires, périodiquement renouvelés. Et j'ai eu la surprise, en étudiant ces territoires, de constater que malgré l'absence de population constante, avec ce renouvellement tous les 6 mois en général, eh bien, s'y était créé un véritable langage qui est du français, mais avec un vocabulaire tout à fait spécifique. Et il y a au moins 200 mots de taafiens qui sont partagés par tous ceux qui ont vécu l'expérience de passer un hivernage là. Les TAAF, je reviendrai peut-être plus en détail tout à l'heure, hein, les TAAF se sont montés il y a quelques années d'un nouveau district, beaucoup plus chaud que les autres, celui des îles Éparses. Alors j'insisterai là sur le nom de cette entité, les îles Éparses. C'est un drôle de nom parce que ça ne désigne pas un archipel. Un archipel sont des îles qui justement sont regroupées. Les îles Éparses, c'est une appellation strictement administrative pour désigner 5 territoires qui ont pour seul point commun justement d'être complètement distants les uns des autres. Donc c'est assez paradoxal. Ce sont des îles qui entourent Madagascar. Et au temps des colonies, il faut bien le dire, ces territoires, Europa, Bassas d'India, Juan de Nova, les îles Glorieuses, et puis Tromelin, qui se trouve isolé au milieu de l'océan Indien, eh bien, ces îlots dépendaient de Madagascar. Et puis, en 1960, 3 jours avant l'indépendance de Madagascar, il y a un décret qui les en a détachés, ce qui fait que Madagascar est devenue, certes, république indépendante, mais ces îles et archipels sont restés français. Ça fait partie des contentieux, encore en cours aujourd'hui, hein, contentieux territoriaux français. Il n'y a plus vraiment de contentieux sur la frontière de la France en Europe, mais outre-mer, il y en a quelques-uns. Les Malgaches sont vraiment furieux de ce poisson d'avril, puisque c'est un décret du 1er avril 1960 qui a détaché ces territoires. Et alors, ils risquent d'être encore plus furieux dans les années à venir, parce que lorsque j'ai écrit ce livre, je signalais simplement ces territoires assez pittoresques, hein, assez étonnants, où, bien sûr, là non plus, il n'y a pas de population permanente, il est même interdit d'y aller, sauf cause d'utilité publique. Et ces territoires, eh bien, des scientifiques ont récemment établi qu'ils étaient sans doute assis sur un gisement de pétrole d'une importance à peu près équivalente à celui de la mer du Nord. Donc, c'est pas tout à fait étonnant d'ailleurs, puisque nous sommes dans le canal du Mozambique, et que le Mozambique, qui est juste ici, est effectivement un pays producteur de pétrole. Donc pourquoi n'y aurait-il pas également des gisements sous-marins? Ça veut dire que ces îles, mais aussi les eaux françaises qui les entourent, aujourd'hui sont des réserves de la biodiversité. Demain, ça peut devenir un véritable enjeu, à condition bien sûr d'être capable non seulement d'extraire, mais aussi de transporter et d'exploiter le pétrole dans une zone quand même relativement compliquée et éloignée. Alors, arrivé à ce stade, il y a 2 façons de rentrer en métropole. Allons-y par... Non, ici on l'a déjà visité, donc allons-y par ici. Alors, évidemment, cette partie-là, a priori, Djibouti est devenue une république indépendante, mais vous voyez que j'ai mis un petit drapeau ici. Figurez-vous qu'il y a en mer Rouge des colonies françaises qui n'ont jamais été décolonisées, mais personne ne le sait. Alors c'est un peu curieux, effectivement. Du côté de l'Arabie, vous avez donc ce petit point, c'est un promontoire, vraiment dans un emplacement stratégique, puisque c'est un promontoire rocheux qui s'avance sur le détroit de Bab el-Mandeb. On ne peut pas rêver mieux. Et c'est une compagnie marseillaise au XIXe siècle qui s'en était rendue propriétaire et qui avait transféré ses droits à la France. Il y a même un traité avec l'Empire ottoman qui reconnaît que ce territoire est français. Simplement, les Français ne l'ont jamais occupé. Et donc, ils ne l'ont jamais décolonisé parce qu'ils ne l'ont jamais colonisé. Donc, juridiquement, on pourrait, avec un tout petit peu de mauvaise foi, soutenir que ce territoire est toujours français. Dans la réalité, bien sûr, il n'est pas occupé. Puis alors, j'ose à peine le dire, mais en face, sur la côte de l'Érythrée, eh bien, vous avez 3 territoires qui ont à peu près la même histoire. Ed, Amphila, Adulis. 3 enclaves. Alors, vous voyez que ces malheureux Érythréens qui cherchent à gagner l'Europe par tous les moyens en traversant l'Afrique et la Méditerranée ignorent sans doute qu'il y a 3 positions sur leur propre littoral qui, juridiquement, eh bien, peuvent être considérées comme des territoires français.
avec là aussi un traité qui a reconnu à la France la possession de ces territoires, et comme la France n'en a jamais rien fait, ben nous n'avons jamais renoncé à des territoires dont nous n'avons rien fait. Par l'ancienne possession française que fut brièvement le canal de Suez, nous arrivons en Méditerranée. Alors on peut faire un petit tour quand même à Jérusalem au passage. Alors là, vous me direz, mais qu'est-ce qu'il y a de français à Jérusalem? C'est très particulier, nous avons une possession troglodytique. Il y a en effet à Jérusalem une sorte de grotte, une excavation, un caveau, pour tout dire, qui s'appelle le tombeau des rois. Et lorsque ça a été découvert au XIXe siècle, on a cru que c'était le tombeau des rois bibliques. Et donc, évidemment, la France a voulu absolument posséder ce lieu unique. Depuis, les archéologues ont compris que ça n'avait strictement rien à voir. Ça reste néanmoins un lieu touristique qui est non seulement propriété française, mais extraterritorialité souterraine française. Et lorsque vous entrez dans ce lieu, il y a un panneau qui est assez extraordinaire, parce qu'on se croirait vraiment au temps de Robespierre, puisqu'il est écrit « République française, tombeau des rois ». Alors ensuite, bon, on se rapproche évidemment du littoral méditerranéen. Une petite escale ici, au sud de la Sicile, pour évoquer une question qui est bien connue des spécialistes de l'histoire maritime, mais peut-être pas de tout le monde, qui est l'épineuse question des îles de beurre. Qu'est-ce qu'une île de beurre? C'est une île qu'on voit un jour, qu'on porte sur les atlas, qu'on réclame, et puis quand on revient pour la peupler, elle a disparu, comme si elle avait fondu au soleil. Alors c'est bien connu dans les annales maritimes, hein, les îles de beurre, et il y en a eu une particulièrement intéressante ici, c'est l'île Julia, donc juste au sud de la Sicile, entre la Sicile et Malte. Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point l'emplacement était remarquable et stratégique. Nous sommes en 1831 et on annonce dans toute l'Europe une éruption au milieu de la Méditerranée avec l'apparition d'une terre nouvelle. Donc tout le monde est évidemment en émoi. Et puis, bien sûr, les États se rendent compte que celui qui détiendrait ce nouveau territoire eh bien, aurait vraiment les clés de la Méditerranée et du passage entre les deux Méditerranées, occidentale et orientale. Alors, les Anglais ne sont pas loin, ils sont déjà à Malte. Les Napolitains siciliens, c'est un royaume à l'époque, sont très intéressés. Et puis les Français, qui ont commencé à mettre le pied en Afrique du Nord, sont également, bien sûr, très intéressés. Il va y avoir une espèce de course assez amusante dans la mesure où elle résume bien, je dirais, les caractères nationaux. Alors les tout premiers, ce sont les Italiens, en fait les Napolitains, le royaume de Naples. Alors, mais comme ils sont là en premier, évidemment, non seulement les eaux sont agitées, mais le territoire est brûlant. Donc c'est quand même difficile de prendre pied sur un territoire brûlant. Donc on se rapproche le plus possible avec une embarcation, et on jette une rame, et on s'en va. On considère qu'on a pris possession puisqu'on a jeté un objet sur le territoire. Un objet qui a sans doute brûlé d'ailleurs. Bon, prise de possession la plus rapide, mais peut-être pas la plus solide. Les Anglais, eux, essaient de faire les choses plus sérieusement, arrivent deuxième depuis Malte, avec un vaisseau militaire, mais c'est un gros vaisseau. Donc on ne va quand même pas risquer de faire naufrage pour ce bout de territoire encore un peu chaud, avec des eaux bouillonnantes autour. Donc en fait on fait le tour, on rédige un rapport, et puis on s'en va. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Et puis arrivent les Français. Alors, les Français ils arrivent longtemps après, mais d'abord ils se sont bien organisés, et puis ils ont fait les choses, alors là, d'une façon assez rusée. D'abord ils ont envoyé un brick, donc une embarcation pas trop lourde, pas trop imposante, qui peut s'approcher quand même assez près de cette île. Et puis surtout, bien sûr, bon, évidemment, le brick La Flèche, c'est l'unité de la marine de Louis-Philippe, oui, certes. Mais bien sûr, le brick La Flèche, il a été missionné pour transporter une expédition scientifique. Et donc, si on débarque sur l'île, si on plante le drapeau bleu-blanc-rouge, c'est pour l'avancement des connaissances positives, en fait, c'est pour l'humanité. Et c'est ainsi qu'on débarque un géologue, Constant Prévost, et toute une équipe de scientifiques qui vont faire toutes sortes de relevés. Les relevés sont évidemment très précieux à ce moment-là, et plus encore aujourd'hui, puisqu'entre-temps, l'île a disparu. De quoi s'agit-il? En effet, il s'agit tout simplement d'un volcan sous-marin, donc de temps en temps, il y a une poussée, et donc une île apparaît. Simplement, ce sont des poussières volcaniques, en fait, qui dépassent, et assez vite, les vagues, le vent, font que l'île disparaît. Et donc, depuis 1831, à au moins 3 reprises, cette île a surgi et a fini par disparaître. En 1831, ça a duré quand même quelques mois,
et ayons quand même une pensée pour le pauvre officier de la marine qui, quelques mois après l'expédition numéro 1, est allé en mission pour vérifier que le drapeau français était toujours là, et qui refait ses calculs, il ne trouve pas d'île. Et qui finit piteusement par écrire à son ministre que vraiment désolé mais il n'y a plus d'île. Voilà. Et effectivement, c'était la seule conclusion valable, l'île avait effectivement disparu. Alors il y a eu de vagues résurgences depuis à plusieurs reprises, en 1863, 1893. Et alors il y a quelques années, figurez-vous, j'avais fait un petit article dans la presse sur cette histoire, et c'était purement un gag. Dans la conclusion, j'avais recommandé qu'on envoie des plongeurs avec un drapeau tricolore étanche et inifugé, qu'on aurait planté sous l'eau, comme ça, si l'île ressortait, elle serait ressortie française. C'était évidemment un gag, sauf que 3 semaines après, une dépêche tombe et des plongeurs italiens étaient allés y planter. Bon, donc vous voyez que même ces territoires-là pourraient paraître comme pas vraiment des territoires, eh bien, peuvent quand même susciter l'intérêt. Et je me dis rétrospectivement que planter des drapeaux sur des territoires sous-marins n'était pas si absurde quand on a vu récemment les Russes marquer leur intérêt pour les mers froides sous la calotte arctique, également en plantant des drapeaux russes. Alors, ayant doublé la Sicile, on peut faire une toute petite escale à Rome, car figurez-vous qu'à Rome, bien sûr, Rome c'est l'Italie, vous savez qu'il y a quand même des enclaves dans Rome, il y a l'état de la Cité du Vatican, il y a les bâtiments des Chevaliers de Malte, et puis, eh bien, il y a les pieux domaines de France, c'est-à-dire que dans Rome, il y a une douzaine de bâtiments, soit des lieux de culte, des églises, soit des bâtiments d'habitation, qui sont territoires français, qui sont de toutes petites enclaves, et ça nous vient des rois. Ça reste un territoire dont l'ambassadeur de France à Rome a la charge, a les clés. C'est indépendant de la dignité de chanoine de Latran, qui est attaché, comme vous le savez, à la présidence de la République. Et enfin, triomphant, après ce long voyage, nous revenons en France métropolitaine. Et si jamais on a encore envie, comme cela, de conquête et d'annexion, eh bien on peut poursuivre ce voyage en allant vers l'Est, là vraiment au cœur du continent, puisque figurez-vous que la France contrôle environ 46 km² de territoire allemand. Alors ça aussi, c'est pas très connu. Je terminerai sur ce point-là, puisque au nord de Wissembourg, il y a une vaste forêt qui est en territoire allemand, mais qui a été reconnue propriété française, le Mundat. Vous avez sur le Rhin 3 communes françaises aussi qui sont propriétaires du territoire allemand qui est en face. Donc vous avez le Rhin qui coule, côté français vous avez vos 3 communes françaises, et en face c'est un territoire allemand, mais dont la propriété foncière appartient à la commune française qui est en face. Tout simplement parce qu'au XVIe siècle, le Rhin a fait ce que font parfois les fleuves frontières pour embêter les diplomates. Il y a eu une crue, et puis quand la crue était finie, il avait changé de ville. Donc allez savoir par où passe la frontière, donc on a réglé le problème de cette manière-là, et ça a des conséquences encore aujourd'hui, ça fait beaucoup rire les Alsaciens, parce qu'ils ont une sorte de tête de pont du côté allemand du Rhin. Et enfin, au cœur de l'Allemagne, en Bavière, eh bien, il y a quelques mètres carrés d'enclaves françaises qui correspondent à l'endroit où a été mis en terre le premier grenadier de l'Empire, la tour d'Auvergne. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que ça reste une enclave française de quelques mètres carrés, alors que le corps de la tour d'Auvergne a été rapatrié en France. Donc ça n'est vraiment plus qu'un souvenir historique. Vous avez aussi, et là on quitte l'Allemagne, on va vraiment au cœur de l'Europe, un petit carré du mémorial, sur le site de la bataille d'Austerlitz, actuellement en République tchèque. Alors, j'ai terminé un petit peu ce catalogue, et avant de vous laisser tranquille, je voudrais rassembler un petit peu tout ça. Je vous ai parlé d'un empire, finalement j'ai évoqué des anecdotes, des territoires lointains, des bizarreries, mais si on essaye d'être un petit peu sérieux et synthétique, on arrive aux informations suivantes. Vous avez tous appris, comme moi à l'école, que la France métropolitaine, c'était environ un petit peu plus de 550 000 km². Bien, en comptant la Corse et les îles côtières. Si on ajoute, je dirais, l'outre-mer habité, la Guyane, notre deuxième frontière terrestre, après l'Australie étant avec le Brésil, la Guyane, Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie et quelques autres territoires un peu plus petits,
eh bien nous augmentons quand même de 20%, puisque nous sommes à 667 000 km². Ça, c'est la France terrestre, y compris l'outre-mer habité. Mais si on ajoute tous ces territoires oubliés dont je vous ai parlé, y compris l'immense terre Adélie, alors là, nous doublons la mise, puisque nous passons de 550 000 à 1 106 000 km² de terre ou de glace. Et puis surtout, bien sûr, l'intérêt de ces territoires, et en particulier des îles très isolées comme Clipperton, c'est qu'il y a des eaux territoriales et puis il y a une zone économique exclusive autour. Une toute petite île comme Clipperton, donc, je vous l'ai dit, inhabitée, un atoll d'environ 7 km² de terre ferme, commande une étendue maritime de 420 000 km². Donc là encore, une étendue comparable à celle de l'Allemagne, à partir d'un tout petit territoire qui a le bon goût d'être évidemment au milieu de l'océan, loin de tout autre territoire. Et donc, si on additionne toutes ces étendues maritimes, eh bien, on trouve plus de 11 millions de kilomètres carrés, ce qui fait que la France est le deuxième domaine maritime mondial, juste après celui des États-Unis. Et quand je dis juste après, c'est avec un petit pincement au cœur, parce que je vous ai parlé des îles de beurre, si on en retrouvait quelques-unes, eh bien on dépasserait même les États-Unis. Par exemple, ici, vous avez, par ici, là, en bordure ici, vous avez un récif Ernest Le Gouvet, qui est sans doute le résultat d'un canular, mais qui, s'il existe, eh bien, s'il existait, me ferait passer au premier rang. Donc, si j'ajoute ma terre ferme et mon domaine océanique, eh bien, nous sommes à 12 151 703 km². Tiens, c'est plus grand que la Chine. Alors, je terminerai par quelques chiffres encore. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un petit peu moins de 200 États souverains. Il y a 193 États qui siègent à l'ONU, plus quelques entités observatrices. Eh bien, sur ces 193 États, il n'y en a que 30 qui aient des possessions au-delà des mers. Et encore, je dis ça par charité, 30, parce que je compte parmi eux 13 qui ont simplement une base scientifique en Antarctique sans prétention de souveraineté. Donc en réalité, il y a vraiment seulement 17 États qui sont présents sur au moins 2 continents. Et des États qui aient vraiment une présence planétaire, des États qui soient présents sur tous les continents, tous les océans, il n'y en a que 3. Le Royaume-Uni, les États-Unis et la France. Et vous voyez, ce qui est remarquable, c'est que les Britanniques, les Américains ont pleinement conscience d'être des puissances maritimes, alors que la grande majorité des Français se considèrent comme pas du tout une puissance maritime, considèrent plutôt un sentiment terrien, un sentiment hexagonal. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce livre « Tour du monde des terres françaises oubliées », parce que, eh bien, effectivement, beaucoup de ces territoires sont totalement méconnus, oubliés. Ils peuvent paraître anecdotiques, mais parfois ils correspondent à des enjeux stratégiques, à des enjeux peut-être économiques futurs. Et finalement, depuis que ce livre est sorti, j'ai eu 2 grands types de soutien. Les scientifiques, beaucoup sont allés dans ces territoires, les connaissent et considèrent qu'ils représentent des enjeux importants pour la connaissance et pour la culture. Et puis les marins, bien sûr, assez contents qu'on parle dans les médias de ces territoires que certains d'entre eux ont vus, ont visités, et dont on ne parle sinon pas beaucoup. Vous avez pu voir que tout récemment, la France s'est agrandie sous les mers, si j'ose dire, avec l'extension du plateau continental, c'est 580 000 km². Bon, c'est plus que la superficie terrestre de la France métropolitaine. Alors, je conclurai par 3 observations. D'abord, c'est aussi l'intérêt de ces territoires, la France est un pays qui ne peut pas être en veille. Il peut être attaqué, il peut être agressé, mais il faudrait une opération coordonnée sur l'ensemble des territoires pour submerger totalement le territoire français. C'est une sauvegarde, c'est peut-être une assurance vie, ces territoires lointains. Alors, ça a l'air un petit peu étrange ce que je vous raconte, mais rappelez-vous 1940, finalement, vous savez que les premiers territoires qui se sont ralliés à De Gaulle, c'était les comptoirs français des Indes, les établissements du canal de Suez et les domaines de Sainte-Hélène dont je vous ai parlé. Après, des colonies plus sérieuses ont rejoint la France libre, et puis vous connaissez la suite, mais avoir des possessions extérieures, c'est aussi une assurance vie pour un État. Deuxième observation, la France n'est pas en Europe.
ou en tout cas, la France n'est pas seulement en Europe. Et si je raisonne terre et mer confondues, en fait, arithmétiquement, seulement 5% du territoire français se trouve en Europe. Et enfin, une conclusion qui est aussi un conseil, n'insultons pas l'avenir. Bien sûr, on peut dire que ce sont des confettis, ce sont des reliefs du passé, ce sont des territoires qui n'ont pas d'intérêt. En fait, on ne sait pas. Et il y a dans ces eaux des ressources halieutiques, des ressources dans le sous-sol, des ressources énergétiques, des énergies bleues, peut-être un jour ces fameux nodules polymétalliques du Pacifique qu'on pourra exploiter, peut-être ces gisements pétrolifères, toutes sortes de choses. Un souvenir historique, les Russes ne se remettent pas aujourd'hui d'avoir vendu l'Alaska aux États-Unis. Et finalement, nous, en vendant la Louisiane à l'équivalent d'1 € le kilomètre carré, nous avons peut-être fait une très mauvaise affaire aussi. Le territoire, c'est ce qui est vraiment irremplaçable en géopolitique. Donc, intéressons-nous à nos territoires à l'abandon. Il y a sûrement quelque chose d'intéressant à en faire. Merci beaucoup. On va prendre vos questions-réponses, on va vous faire passer des micros. Je vous demande simplement de vous présenter avant de poser vos questions. Alors je vais commencer. Vous nous avez parlé de l'importance du territoire. Comment est-ce que vous analysez aujourd'hui notamment tout ce qui se passe dans le Grand Nord? Je pense à la route que les Russes sont en train d'ouvrir notamment en ce moment. Pour eux aussi, ce sont des confettis de la République. J'ai évoqué l'Alaska pas par hasard, parce qu'effectivement, pour les Russes, vous savez qu'au XIXe siècle, il y avait un concept, on parlait de la Russie américaine. Puisque les Russes non seulement étaient présents en Alaska, mais en fait avaient exploré et commencé à s'implanter jusque dans l'actuelle Californie. Et on trouve encore aujourd'hui sur la façade pacifique du Canada quelques tribus indiennes de religion orthodoxe, donc qui ont été, comment dirais-je, visitées par des missionnaires russes. Donc les Russes ont ce souvenir historique cuisant d'avoir renoncé à cette Russie américaine, et vous imaginez au moment de la guerre froide à quel point les stratèges soviétiques ont dû trouver déplorable la décision qui avait été prise sous les tsars. Alors les Russes sont quand même attentifs à leur littoral, aux îles, et puis à leur voisinage. Et effectivement, il y a une route qui est en train de s'ouvrir et qui permet de changer complètement les relations entre ce qu'on appelle l'Est et l'Ouest, l'Asie et l'Europe. Il serait quand même paradoxal que les Russes ne s'y intéressent pas. Les Canadiens, les Danois, les Américains, bien sûr, s'y intéressent. Ça fait partie, c'est à mon avis, même pour vous, un thème, je ne sais pas si vous l'avez déjà abordé. Je pense que c'est un thème en soi pour une conférence de ce type. Et moi qui n'ai pas étudié ce dossier à fond, je ne prétends pas le résoudre aujourd'hui. Il est certain que ces territoires, comment dirais-je, constituent un enjeu, et peut-être même un jour un enjeu violent. Parce que c'est un enjeu de pouvoir, c'est un enjeu de survie pour les pays. Et ça peut rebattre totalement les cartes du commerce international. Imaginez qu'on puisse aller directement du Havre en Chine, comme ça, en passant par... Ça fait bien longtemps qu'on le fait par avion. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas par mer si effectivement les glaces fondent? Donc ça fait partie effectivement des grandes questions d'aujourd'hui. Et le fait que ce qui paraissait un gag il y a quelques années, planter des drapeaux sous la mer, soit devenu quelque chose de très sérieusement fait par la marine russe, doit nous faire réfléchir. Tristan Michel, journaliste indépendant. Oui, en fait, vous parlez donc des drapeaux sous la mer. J'ai pensé à une chose, c'est les îles qu'on va créer artificiellement. Est-ce qu'il y a un tel enjeu? Est-ce qu'il y a une politique, une géopolitique de la France pour cela, pour annexer simplement des territoires maritimes? Alors, bon, il y a quand même une convention dite de Montego Bay, qui date de 1982 et qui donne une définition assez précise de ce qu'est une île, en termes de dimension, en termes de permanence, et qui exclut les territoires qui seraient totalement artificiels. Il n'empêche qu'il existe des territoires physiquement qui sont dus à l'homme. Il y en a un qui n'est pas français, qui n'est à personne en fait, qui a été construit par les Britanniques en mer du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale. Au départ, c'était une plateforme de DCA qui devait protéger Londres de l'aviation allemande.
qui a été abandonnée après la guerre, et des gens s'y sont installés dans les années 60 au départ pour créer une radio pirate, et se sont rendus compte qu'ayant un territoire, même s'il était artificiel en eau internationale, eh bien, ils ne pouvaient pas en être délogés, et ils en ont fait une principauté, purement et simplement. La principauté de Sealand. Là aussi, on peut dire c'est l'anecdote. Il n'empêche que ça fait bientôt 50 ans, depuis 1966, qu'une famille règne sur ce territoire. Il y a eu des coups de feu qui ont été échangés, il y a eu des tensions, mais il faudrait un mandat de l'ONU en réalité pour s'emparer de ce territoire valablement. Donc la question des territoires artificiels fait partie des questions qui restent à régler, parce qu'on n'a pas tout dit en ne considérant pas que c'était des îles. Et puis je dirais qu'il y a aussi les territoires semi-artificiels. J'ironisais tout à l'heure en disant mais la France, avec toutes ses extensions, c'est plus grand que la Chine. Parce que effectivement, la Chine, c'est environ 9,5 millions de kilomètres carrés de terre ferme, plus un domaine maritime qui est quand même plus restreint. Sauf que les Chinois travaillent énormément à agrandir leur domaine maritime, et nous avons tous vu, je pense, des images assez frappantes, de minuscules rochers, voire de choses qui sont à fleur d'eau, et puis tout à coup, une petite borne en ciment avec un joli emblème dessus, eh bien, en fait un territoire, et un territoire chinois, à partir duquel eh bien, la Chine peut réclamer des eaux. Donc, il y a les territoires purement artificiels, et puis il y a les territoires que l'homme va consolider, ou dont il va hâter l'émergence, et là aussi, je crois qu'il faut être très attentif à cela. Ce qui pouvait paraître anecdotique il y a quelques années devient un véritable enjeu et peut occasionner de véritables tensions internationales. Bon, il y a enfin les territoires qui ne sont pas artificiels, mais qu'on pourrait rendre artificiellement habitables. J'ai évoqué tout à l'heure l'île de Clipperton. L'île de Clipperton, c'est un vrai territoire, ça, il n'y a pas de doute, hein, c'est un atoll avec un gros rocher qui le domine. Au milieu, il y a un lagon. Et pour l'anecdote, il y a même un îlot au milieu du lagon, qui s'appelle l'île aux œufs. C'est sans doute le territoire le moins accessible de la France, parce que non seulement il faut aller à Clipperton, mais après il faut traverser le lagon pour y aller. Cet ensemble-là n'est pas habité, il n'est pas totalement inhabitable. Les Mexicains y avaient bien placé une garnison au début du XXe siècle. Ils l'ont juste oublié, parce que c'était la guerre civile chez eux, et ce qui a occasionné un drame absolument affreux. Je n'ai pas le temps de vous le raconter dans le détail, c'est une histoire qui est connue. On peut vivre là-bas. D'ailleurs, il y a des expéditions scientifiques assez régulièrement sur Clipperton. Le général de Gaulle avait beaucoup veillé à ce que la France soit présente sur Clipperton. De Gaulle, même à Londres, ayant appris que les Américains avaient installé une petite base à Clipperton, avait envoyé un courrier d'une rare virulence à Roosevelt. Il fallait quand même le faire, je trouve, dans sa position à Londres, avec pas grand-chose, d'aller secouer le président américain pour lui rappeler que Clipperton était territoire français. Eh bien, en 1988, il y a eu un rapport indiquant que simplement, si on percevait les licences de pêche des eaux qui entourent Clipperton, je ne dis pas en pêchant nous, mais en vendant les licences de pêche, et donc en obligeant les gens qui pêchent actuellement à ne pas le faire en toute inégalité, mais à le faire régulièrement, eh bien, il y aurait de quoi financer un établissement humain permanent à l'année sur Clipperton. Ce rapport date de 1988, 25 ans après, Clipperton est toujours désertique. Alors, si je suis sévère, Clipperton a quand même un code postal que je vais vous livrer. Je l'ai noté parce que je ne le retiens pas toujours. 98 799. Sauf qu'il n'y a pas de population, il n'y a pas de boîte aux lettres, il n'y a pas de facto. Donc la France marque son intérêt pour Clipperton par des missions militaires et des missions scientifiques épisodiques, par un code postal, etc. Mais c'est un territoire qui pourrait être habité à condition qu'on ajoute un petit peu du bâti ou des modules qui permettraient d'y vivre un petit peu normalement. Merci. Avez-vous une idée de la fréquence des visites par les Français de ces terres oubliées? Vous avez oublié de vous présenter, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Pardon. Patrick Barre. Alors c'est très variable, hein, bien sûr. Clipperton, je crois qu'il y a une rotation de la marine tous les 2 ans. Pour les îles éparses, la France est beaucoup plus présente. Hein. Bon, vous avez aussi sur Tromelin et au Chesterfield ces stations météo qui à une époque étaient des stations humaines, et j'ai retrouvé des récits de météo qui passaient comme ça plusieurs mois sur ces îles
à vivre un peu en Robinson sous les trois couleurs, c'est assez curieux. Aujourd'hui, ces bases sont automatisées. Donc c'est très variable. Ce qui est très variable aussi, et ça va de pair, c'est le statut de ces territoires. Et si je les ai appelés terres françaises oubliées, c'est un peu par défaut, parce que vous avez vu que certains dépendent du Quai d'Orsay, d'autres de la marine, d'autres de collectivités locales, d'autres de l'État. En fait, il n'y a aujourd'hui aucune autorité, aucune entité, même pas un cénacle quelconque, qui soit responsable de ces territoires. Vous me direz, il y a un ministère de l'Outre-mer, mais d'abord tous ces territoires n'en dépendent pas. Et puis bien sûr, le ministère de l'Outre-mer est surtout attentif à l'Outre-mer habité. Et c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles ces territoires sont délaissés, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas de population permanente, il n'y a pas d'électeurs, il n'y a pas d'élus. La plus petite commune de France aura un maire pour la défendre, un député, un sénateur, alors que des territoires qui peuvent correspondre à de véritables enjeux, encore une fois, en termes stratégiques, en termes économiques, à partir du moment où ils n'ont pas de population, n'auront pas vraiment de porte-parole. Oui, James Kodao, merci beaucoup. Comment vous pensez que cette histoire de poisson d'avril à Madagascar va se résoudre? Autre chose, je suis là. Pardon, excusez-moi. Comment vous pensez que cette histoire de poisson d'avril pour les îles éparses va se résoudre avec Madagascar? Autre chose, la première question. La deuxième, effectivement, moi je considère que la France est un très grand pays, en considérant toutes les colonies et ce que vous venez de dire. Et ce qu'on ne dit pas souvent en France. Et De Gaulle l'a souvent dit, nous le voyons à l'ONU, si même ces colonies qui ont été décolonisées ne votent pas pour la France, le veto de la France ne vaudra rien. Alors sur les éparses, je ne suis pas devin, et donc je ne peux pas vous dire comment ça va se passer. Ce que je sais, c'est que c'est un vrai contentieux territorial. Si Madagascar n'a pas occupé ces territoires, c'est parce que militairement, bien sûr, ça n'était pas possible, mais l'option a été quand même envisagée à un moment par le gouvernement malgache. Et il y a une vraie revendication portée devant l'ONU sur ces territoires. C'est compliqué par le fait qu'un de ces territoires, qui n'est pas dans le canal du Mozambique, c'est l'île de Tromelin qui est dans l'océan Indien, est également réclamé par l'île Maurice. Alors il y a eu un projet de traité pour partager la gestion de l'île. C'est-à-dire que l'île resterait sous souveraineté française, mais son administration, sa gestion, aurait été partagée entre la France et l'île Maurice. Et il y a un député qui n'est pas du tout un député ultramarin, un député du Tarn, je crois, M. Folliot, qui a protesté quand ce projet de traité, la ratification en tout cas, est arrivé devant le Parlement, ce qui a arrêté le processus. Donc c'est assez épineux, le cas de ces îles éparses. Alors, tant qu'elles sont à peu près inhabitées et qu'elles sont des réserves de la biodiversité, je pense que c'est un contentieux qui peut durer, comme celui de Clipperton a duré des décennies. S'il y a effectivement, s'il se confirme qu'il y a un enjeu pétrolier, alors là, les tensions seront beaucoup plus importantes, ou alors les négociations iront assez loin. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. C'est un vrai contentieux. Il y a un autre contentieux, alors assez loin de l'Afrique cette fois-ci, qui subsiste, dont j'ai négligé de vous parler. C'est dans la zone de la Nouvelle-Calédonie. Alors cette fois-ci, en allant vers l'est, vous avez deux îlots, mais qui sont vraiment loin de la Nouvelle-Calédonie, qui s'appellent Hunter et Matthew. Ces îlots, en fait, administrativement, on ne sait pas trop s'ils sont censés dépendre de la Nouvelle-Calédonie, auquel cas ils sont français, ou s'ils étaient censés dépendre des Nouvelles Hébrides, qui, au temps des colonies, était un condominium franco-britannique, et qui est devenu indépendant sous le nom de République du Vanuatu. Et le Vanuatu revendique devant l'ONU Hunter et Matthew. Et donc là aussi, il y a même eu quelques heures à propos de ces îles. Au-delà de Hunter et Matthew, la France avait même des droits sur des récifs qui s'appelaient les récifs Conway, et ne s'en occupant absolument pas, elle les a visiblement perdus au profit des îles Fidji. Voilà. Donc il y a comme ça là quelques petits contentieux qui subsistent et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Vu de Paris, ça peut paraître tout à fait exotique, mais en fait ça correspond à des zones maritimes importantes et peut-être à des clés. Le canal du Mozambique, aujourd'hui, c'est une voie maritime importante, d'autant plus importante que, comme la piraterie sévit par là, ça peut être intéressant de passer par ici. Oui,
Christophe Rogier, un peu dans le même sens. Bon, il est possible que certains territoires disparaissent dans le montée des eaux. Quid de la possession territoriale, enfin territoriale plutôt maritime, autour de ces cultures textiles? Alors, a priori, les territoires que je vous ai indiqués, sauf peut-être une petite partie des Chesterfield, sont des territoires suffisamment élevés pour ne pas être les plus immédiatement menacés de submersion. En revanche, vous savez qu'il y a une petite communauté humaine qui forme un État indépendant qui s'appelle Tuvalu, qui est un État menacé de disparaître, puisque ce sont des îles très plates, dont le sol a été creusé par les Américains pendant la guerre du Pacifique, donc avec des remontées d'eau de toutes parts, et les jours de tempête, les habitants ont déjà les pieds dans l'eau. C'est-à-dire qu'à certains moments de l'année, il n'y a plus vraiment de territoire en fait. Et donc certains experts considèrent que les habitants de Tuvalu risquent d'être d'ici quelques décennies des réfugiés climatiques. Et d'ailleurs, ils ont commencé à chercher du côté de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, s'il n'y avait pas une île qui pourrait les accueillir, une île un peu plus sûre que leur archipel immémorial. Alors je vous parle de ça parce qu'il se trouve que cet État indépendant, donc hein, ce n'est pas un territoire français, ce territoire est frontalier, d'un point de vue maritime, du territoire français de Wallis et Futuna. Et donc si Tuvalu disparaissait, les eaux françaises pourrait s'agrandir de ce côté-là. Donc bizarrement, nous profiterions plutôt de ce phénomène inquiétant du simple point de vue des kilomètres carrés d'étendue océanique, bien sûr. Oui, Philippe Kagalia, Institut français stratégique. J'avais une question sur ces îles en formation. Vous en avez peut-être parlé, je suis arrivé un peu tard, sur Bassa d'Aïlia, dans les îles Éparses, qui est un banc de sable, en forme de cercle, d'atoll. Est-ce qu'il y a intérêt à valoriser ce territoire particulier? Est-ce que c'est possible aussi de le consolider? Alors, je dirais que Bassas d'Aïndia est à peine un territoire pour le coup, hein, puisque bon, ça émerge mais dans l'écume. C'est vraiment un endroit plutôt à éviter en bateau. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de naufrages depuis le XVIe siècle. Le nom d'ailleurs, quand on dit Bassas d'Aïndia, on imagine une terre basse sur la route des Indes. C'est une erreur de transcription du portugais. Sur les anciens portugais, on trouve en fait une inscription qui désignait le banc de Lacheville. C'était sans doute le nom d'un des premiers navires à y avoir sombré. Donc c'est une zone extrêmement dangereuse. C'est une zone aujourd'hui dont l'intérêt est d'abord écologique, difficilement habitable. Il faudrait, ça serait sans doute un tollé si on coulait une dalle de béton sur ce territoire. C'est aussi un territoire qui a été ces dernières années au centre d'un, comment dirais-je, d'un conflit sur la question des trésors. Parce que comme c'est un endroit où il y a eu beaucoup de naufrages, il y avait des canons, des caronades, des vestiges d'un certain nombre de navires des 16e, 17e siècle, et donc des chercheurs de trésors, pensant que c'était à tout le monde, sont allés avec des embarcations assez légères là-bas, ont ramassé tout ce qu'ils pouvaient, ont revendu un certain nombre de choses, et maintenant les Français, les douanes, etc., les poursuivent, hein, tout simplement. Même quand il y a une vente en Afrique du Sud ou ailleurs d'objets qui proviennent de ces territoires, la France entame des poursuites. Donc il y a un intérêt, entre guillemets, archéologique aussi sur ces territoires. Je ne pense pas que Bassas d'Aïndia soit habitable aujourd'hui. Il faudrait un investissement colossal et ce serait une décision qui provoquerait un tollé. En revanche, d'autres éparses qui là sont convenablement émergées, sont tout à fait habitables. Et si on monte un peu vers le nord, les îles Glorieuses, au fond, ne sont pas moins habitables que Mayotte ou les Comores. Bonsoir Monsieur François Lamy, Filimage. J'aimerais vous poser la question. Est-ce que les îles Chesterfield ne sont pas une réminiscence de quelque chose comme ça, de l'expédition La Pérouse? Est-ce qu'il les a visités ou est-ce qu'il y est arrivé? À ma connaissance, non. Elles doivent leur nom à un navigateur britannique qui avait essayé de se procurer du rhum en allant d'Australie aux anciennes Indes néerlandaises et qui a failli sombrer là-bas. Il était à bord d'un navire qui s'appelle le Chesterfield et c'est ainsi que le nom a été donné. Donc ça n'a pas de rapport directement. Je ne crois pas qu'il soit allé exactement là. Et puis c'est plus tardivement, donc au XIXe siècle, qu'on commence à avoir des textes français sur ces îles.
Oui, bonsoir, Mathieu Thibault. Je voulais vous poser la question, est-ce que côté français, France métropolitaine et d'outre-mer, on a aussi des territoires étrangers enclavés chez nous? Oui. On connaît par exemple, je sais pas, les cimetières américains du nord de la France qui, je pense, sont une propriété d'une certaine manière. Alors, la question des cimetières est à part. Il y a des conventions qui peuvent varier selon les pays, que ce soit sur les cimetières français à l'étranger ou les cimetières militaires étrangers en France. Ce ne sont pas des extraterritorialités au sens d'une ambassade. Il peut y avoir le droit d'y avoir un mât de pavillon, un drapeau étranger. Il peut y avoir un entretien des tombes assuré par une association ou directement par l'ambassade. C'est assez variable, mais ce ne sont pas des territoires au sens où on l'entend communément. En revanche, il y a une enclave espagnole en territoire français qui s'appelle Livia, et donc c'est une ancienne place forte dont les murailles ont été enlevées, mais ça reste un petit bout d'Espagne enclavé dans le sud de la France. Alors la frontière n'est pas très loin, et cette enclave est reliée à l'Espagne par une route internationale. Et alors s'était posé le problème des croisements. Qui a priorité? Est-ce que c'est la priorité à droite? Est-ce que c'est la route internationale? Et il y a eu pendant longtemps ce qu'on a appelé la guerre des stops, puisque la France mettait des panneaux stop et les Espagnols enlevaient les panneaux stop, ça s'amuse comme on peut. Donc il y a au moins cette enclave-là. N'oublions pas que Monaco est aussi une enclave, même si cette principauté est depuis 1963 par traité sous l'amitié protectrice de la France, eu un État absolument indépendant, mais c'est quand même une enclave. Et puis, il y a aussi, outre bien sûr les extraterritorialités diplomatiques classiques, type ambassade, tout près d'ici, on peut considérer que l'UNESCO a un statut qui en fait une micro-enclave internationale. Il y avait eu à une époque le projet d'une enclave canadienne à Tours, autour d'une église où on célébrait un saint qui avait joué un rôle assez important dans l'histoire canadienne. Inutile de vous dire que c'est un projet qui n'a pas abouti. Une question au fond, monsieur. Bonjour, Sébastien Moyer, étudiant en Sciences Po. Je ne me souviens plus exactement du nom, mais je crois qu'il y a une commission de l'ONU qui est spécifiquement dédiée aux territoires non décolonisés. Est-ce que certains des territoires extra-métropolitains que vous avez évoqués ce soir figurent sur cette liste? Alors, beaucoup de territoires, effectivement, figurent sur cette liste, mais comme vous le savez, cette commission est assez critiquée. Par exemple, elle a mis sur sa liste, pour sortir de l'ensemble français, elle a mis sur sa liste la colonie britannique de Pitcairn. Pitcairn, c'est 50 habitants. C'est en fait les descendants des révoltés de la Bounty. Est-ce que ça signifie qu'on imagine qu'il puisse y avoir un État souverain de 50 habitants? Mais il est vrai qu'un certain nombre de ces territoires sont considérés comme à décoloniser par l'ONU, sans compter le cas de Hunter et Matthew, que l'ONU considère comme appartenant au Vanuatu et non à la France. Monsieur. Oui. Donc, capitaine de Frédéric, je suis l'état-major de la marine, l'état-major opérationnel. Pour étayer un peu vos dires, effectivement, on envoie des missions sur une base de tous les 2 ans à peu près dans ces îles. La grande difficulté, c'est que ce sont des endroits très peu accessibles. Donc, il est difficile d'y jeter son ancre quand même, puisque la plupart des bateaux laissent leur ancre là-bas, puisque ce sont des récifs coralliens, donc des ponts très durs d'accès. Et ensuite, la question que j'avais à vous poser, c'est est-ce qu'on observe des activités par des pays autres autour des éparses ou par des sociétés pétrolières? Alors, sur les éparses, effectivement, on a des territoires difficiles d'accès, on a surtout une revendication politique. J'ai pas, pour le moment, entendu parler de, comment dirais-je, d'actions tangibles, et la question pétrolière, on est encore au stade des études concluantes, je dirais, mais pas de la prospection. C'est plutôt Chesterfield et à Clipperton qu'il y a régulièrement, très régulièrement, et en impunité totale, des incursions, soit à terre pour les Chesterfield, c'est le ramassage de coquillages et d'objets dont je vous parlais, plus toute forme de séjour sauvage, et à Clipperton, qui est aussi un territoire vraiment difficile d'accès. Il y a peu de tourisme évidemment à Clipperton même, mais il y a un pillage de l'immense zone de pêche, alors là qui est avéré par les Mexicains, les États-Unis, les
navires usines asiatiques également, sachant qu'il s'agit encore une fois de 420 000 km² d'eau réputée très poissonneuse. Donc là, il y a vraiment... alors, évidemment, on peut dire, oui, mais pourquoi n'achètent-ils pas de licence? Ils n'achètent pas de licence parce qu'ils peuvent pêcher impunément, sans qu'on le leur reproche, parce qu'il n'y a pas de présence. Donc, vous voyez, c'est un cercle vicieux. Tant qu'il n'y aura pas de présence, les eaux seront pillées. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, de même que nous avons pris possession de l'île Julia pour la science et pour l'amour de l'humanité, la préservation de l'environnement, de la biodiversité, bien, est, pour un pays développé comme la France, je dirais un bon argument pour maintenir sa présence sur des territoires inhabités, qui sont des territoires intéressants d'un point de vue scientifique, météorologique, etc. Et c'est sans doute un argument à mettre en avant pour montrer qu'on n'est pas dans un délire totalement anachronique de recolonisation, mais qu'il y a des territoires dont nous échoit la responsabilité et qu'il y a quelque chose à en faire. Alors, vous avez raison de signaler la difficulté d'accès de ces territoires, et je n'ai jamais prétendu que c'était facile. Si ces territoires étaient faciles d'accès, ils auraient sans doute d'ailleurs été annexés par d'autres, purement et simplement, il y a longtemps. Ils sont restés français, ils ont échappé à la décolonisation parce qu'ils étaient inhabités et parce qu'ils étaient considérés comme marginaux. L'ironie de l'histoire fait que ces territoires considérés comme marginaux et anecdotiques il y a encore 40 ou 50 ans deviennent aujourd'hui des enjeux. Madame Annie Talbot de la Nora. Bonsoir. Ma question est certainement très naïve, mais tous ces territoires inhabités, du moins ceux qui peuvent l'être, pourquoi ne proposerait-on pas aux chômeurs d'y habiter, aux chômeurs volontaires, d'y habiter? Il y aurait de quoi travailler, construire des maisons, promouvoir du tourisme, ou je ne sais pas, chercher du pétrole, ou récupérer l'argent de la pêche, ou autre chose. Alors, merci pour cette question, parce que je ne dirais pas qu'elle est naïve, je dirais qu'elle est utopique, mais dans les deux sens du mot utopique. L'utopie, c'est aussi ce qui recule un petit peu l'horizon. Et pourquoi ne pas l'imaginer? Ne faisons pas la même erreur que les diplomates du Quai d'Orsay qui rigolaient quand on leur expliquait dans les années 1840 qu'on percerait l'isthme centra-américain. Encore une fois, n'insultons pas l'avenir, donc envisageons toutes sortes d'options. Une anecdote. Dans les années 70, il y a eu une émission télévisée, à une époque où il n'y avait encore que 2 chaînes en France, donc vraiment, quand il y avait une émission, la moitié de la France regardait l'émission. Une émission où il était question de Clipperton, un reportage. L'émission était présentée par Jean-Claude Bourret, qui ne s'intéresse pas seulement aux ovnis. Et Jean-Claude Bourret a lancé, mais c'était là aussi une boutade, il a lancé un appel exactement dans le sens de votre question, en disant, eh bien voilà, c'est le tout début de la crise, il commençait à y avoir des chômeurs en France, scandale. Il disait, ben voilà, si vous cherchez un emploi, si vous cherchez une nouvelle situation, écrivez au ministère du Travail et on vous trouvera une fonction à Clipperton, où vous vivrez au soleil, etc. Bon, et c'était un gag, mais un gag télévisé. Eh bien, le ministère du Travail était tellement submergé de courriers et de demandes qu'il a fallu faire un démenti officiel. Et du coup, le Canard enchaîné s'est emparé de l'affaire et peu de temps après a prêté au garde des Sceaux de l'époque, Alain Peyrefitte, le projet d'en faire un pénitencier. Une sorte d'Alcatraz au milieu du Pacifique. Clairement, on ne s'évaderait pas de Clipperton, surtout que non seulement c'est difficile d'accès, isolé, etc., mais en plus c'est entouré de requins. Donc, en fait, en réalité, au-delà des anecdotes, et pour vous répondre, il y a plein d'usages à faire de ces territoires, plein d'usages possibles. La vraie question, c'est le choix. Et le choix, il est politique, à condition que l'autorité politique se préoccupe de ces territoires. Réserve de la biodiversité, territoire à exploiter économiquement, et est-ce qu'on peut le faire de façon propre? Peut-être pour des nodules, sans doute pas pour du pétrole. Territoire à peupler. Alors là, ce serait évidemment quelque chose de complètement nouveau, mais pourquoi pas pour certains d'entre eux? Pourquoi pas? Territoire à peupler, comment? Je ne pense pas, pour la plupart de ces territoires, qu'on puisse y envoyer des familles qui scolariseraient leurs enfants et qui y vivraient comme à Paris ou comme dans un petit village de Normandie. Ça, je n'y crois pas du tout. Mais y envoyer des gens qui ont été un petit peu formés à ça, y envoyer des militaires, des gendarmes, y envoyer des scientifiques, y envoyer des volontaires, on commence même à y envoyer des écrivains de temps en temps pour faire un petit tour, pour faire un petit texte, y envoyer des Français pour montrer que la France s'intéresse à ces territoires et pour valoriser ce qu'il y a à valoriser, pourquoi pas? Pourquoi pas?
Je crois que le premier ennemi de ces territoires, c'est l'oubli. C'est vrai que quand j'ai commencé à publier sur le thème des terres françaises oubliées, on me disait oui, mais comment on peut oublier un territoire? C'est pas possible. Eh bien, vous avez pu voir qu'un certain nombre de ces territoires sont totalement délaissés. Donc la vraie question est celle-ci, c'est une question de finalité politique. Qu'est-ce qu'on veut faire de ces territoires? Et si on ne veut rien en faire, alors dans ce cas, il faudrait carrément y renoncer. Mais la pire des choses, c'est d'avoir un territoire et de le laisser en jachère. Et c'est la situation de certains de ces territoires, pas tous, bien sûr. Monsieur là-haut. Bonsoir, Monsieur Bout. Petite question anecdotique concernant l'île des Faisans. Comme la base navale de la Dour va fermer, qui va reprendre en charge l'administration de l'île des Faisans? C'est une question qui concerne directement l'état-major de la marine. Donc je garderai bien. Comar à Bordeaux. Le Comar à Bordeaux. Merci. Bonjour, je vous revoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme d'appropriation juridique de ces terres? On découvre une terre, on lance une rame, on plante un drapeau, on devient quelqu'un. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une instance supérieure de validation ou c'est toujours pareil, on plante un drapeau et c'est fait? Non, alors si vous voulez, comment dirais-je, là, je ne voudrais pas refaire une conférence entière, d'autant que je ne suis pas un spécialiste du droit international, donc en plus je dirais peut-être des bêtises. La question est complexe, parce qu'évidemment elle ne se pose pas de la même façon au XVIIIe siècle et aujourd'hui. En particulier aujourd'hui, vous avez quand même des organisations internationales comme l'ONU, ce qui n'existait pas autrefois. Donc ce qui est important, c'est quand même de prendre pied. Et puis ce qui est important, c'est, je parle pour les prises de possession anciennes, c'est de pouvoir prouver qu'on a pris pied. Après, ça ne suffit pas, parce que si on a pris pied et qu'on ne s'en est jamais préoccupé, ça ne donne pas grand-chose. Je vais vous donner un exemple. En travaillant sur ces territoires, en me documentant sur les Chesterfield, j'avais trouvé des textes intéressants d'un écrivain français qui vit entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie, et en fait qui a beaucoup voyagé dans le Pacifique, qui s'appelle Philippe Godard. J'ai fini par le rencontrer, on a discuté, c'est un monsieur tout à fait passionnant, qui a vécu des aventures extraordinaires, et en particulier, il s'était intéressé au sort d'un lieutenant de Kerguelen, du chevalier de Kerguelen, qui s'appelait Saint-Aloine. Donc Kerguelen, lorsqu'il part, il est missionné par le roi de France, parce qu'on pense, les géographes pensent qu'il y a tellement de terre dans l'hémisphère nord, qu'aller au pif, il doit y avoir à peu près la même masse de terre dans l'hémisphère sud. Et donc il y a un continent à découvrir au sud. Hein, la terre australe inconnue, la terre de Gonneville, le troisième monde et plusieurs noms. Et donc au départ, on l'envoie là-bas pour prendre possession. La France s'étant fait un petit peu jeter de l'Amérique, bon c'est pas grave, on va trouver un nouveau continent, il sera que pour nous. Et donc on l'envoie là-bas. Kerguelen, voyant une terre, n'y débarque même pas, en fait, et revient vite à Versailles pour expliquer « Ah, j'ai trouvé le nouveau continent », et dans un premier temps, il va être célébré comme le Christophe Colomb français. Quand on va se rendre compte que les îles qui portent aujourd'hui son nom sont les îles de la désolation, il va tomber évidemment en disgrâce. Ce qu'on oublie complètement, c'est qu'il n'était pas tout seul, Kerguelen, lui est revenu en France, mais il y avait Saint-Aloine, qui a continué, qui a fait le tour des Kerguelen, et puis qui a continué vers l'ouest. Puis là, il voit un littoral, bon, il jette l'ancre, il y a une petite île côtière, il pose le pied, et puis il se livre à une vraie prise de possession et il enterre un pot avec des pièces de monnaie à l'effigie du roi. C'est l'Australie. Il a pris possession de l'Australie. Simplement, on n'en a jamais rien fait. Lui-même n'est pas revenu en France parce qu'il a eu bien des malheurs sur le chemin du retour. Et c'est Philippe Godard qui, en menant une expédition, a retrouvé ce qui avait été enfoui par ce marin français au XVIIIe siècle sur la côte, sur la côte australienne. Donc on pourrait juridiquement revendiquer l'Australie comme territoire français. Inutile de vous dire, ça n'irait pas bien loin d'avoir des instances sérieuses. Voilà. Donc c'est une réponse qui n'en est pas une parce que la question est à la fois trop vaste et puis bien sûr ce qui était admis en un temps lointain Dernière toute petite question. Oui, bonsoir. Antoine Morin pour l'émission Thalassa. J'ai deux questions. Quel est le territoire pour lequel, selon vous, la France peut nourrir quelques regrets de ne pas avoir colonisé? Je pense par exemple à la course à l'échalote qui est autour de la Nouvelle-Zélande, pendant que les Anglais étaient en train de pactiser avec les Maoris, par exemple.
les Français envoyaient à retardement des bateaux, des navires pour coloniser une partie de la Nouvelle-Zélande, au large de Christchurch. Et l'autre question, je voudrais savoir ce que vous faites comme... quelle part, anecdotique ou pas, vous accordez à l'histoire d'Antoine de Tonnas, qui a cherché à coloniser l'Araucanie, et qui a été donc décrit par Jean Raspail dans son livre Moi, Antoine de Tonnas de Patagonie. Merci. Votre question me fait un grand plaisir, puisque il y a longtemps, jeune auteur, mon premier livre s'intitulait L'État c'est moi, et ce n'était pas une biographie d'un roi de France, c'était un livre qui portait justement sur ces individus qui ont tenté de créer leur propre État. Et parmi eux, beaucoup de Français. Donc beaucoup de gens qui ont créé une république ou un royaume, mais avec l'idée d'en faire une sorte d'avant-poste français. Puisque la France n'annexe pas, eh bien je crée ma république, je crée mon royaume sur ce territoire et je bénéficierai, pensait-il, ça ne s'est pas souvent vérifié, la protection de la France. L'histoire d'Antoine de Tonnas, même si Jean Raspail l'a un peu romancé, est authentique, hein, tout à fait vrai. Et il est arrivé à Antoine de Tonnas ce qui est arrivé au XVIIIe siècle à un autre Français qui était, même s'il portait un nom un peu germanique, il était français, le baron de Neuf en Corse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est arrivé dans un territoire en révolte, mais dans un territoire où il y avait des clans et des tribus qui n'arrivaient pas à s'unir parce qu'il y avait des querelles ancestrales qui les opposaient. Et donc ce personnage étranger à ces jeux a pu les fédérer parce qu'il n'appartenait justement à aucun des clans, à aucune des tribus. Et donc il a été effectivement à un moment à la tête d'un assez fantomatique État qui, bien sûr, n'a jamais été reconnu comme tel par les Chiliens et les Argentins qui ont annexé ce territoire. Mais c'est vrai qu'il y a eu une présence française indirecte par ce roi à cheval, hein, c'est tout à fait authentique. Moi, j'ai beaucoup étudié une autre histoire qui se passe également sur le continent américain et qui peut nourrir quelques regrets aussi. C'est l'histoire incroyable de la République de Cunene. Je vous ai dit que la Guyane était un territoire français important et que notre deuxième plus importante frontière terrestre en longueur était avec le Brésil. Oui, mais la Guyane que nous connaissons aujourd'hui n'est qu'un tout petit lambeau rikiki de la Guyane à laquelle nous aurions pu prétendre, puisque en fait dans le traité d'Utrecht il y a une imprécision sur le fleuve qui sépare les possessions françaises des possessions portugaises devenues plus tard le Brésil. Il est question d'un fleuve Yapoc, sauf que Yapoc signifie fleuve en langue, dans une des langues amérindiennes locales, comme il y a plein de fleuves à peu près parallèles. Alors évidemment les Brésiliens ont dit « Oh bah fastoche, c'est le Yapoc », bizarrement c'est celui qui est le plus au nord, alors que les Français auraient plutôt vu l'Araguari qui est beaucoup plus au sud. Et donc entre les deux, vous avez un immense territoire. Je ne pourrais plus vous dire de mémoire la superficie, mais ça se chiffre en centaines de milliers de kilomètres carrés. Un immense territoire de jungle, de la façade atlantique jusqu'au Venezuela, qui était ce qu'on a appelé le contesté franco-brésilien. Alors la France et le Brésil ne se haïssaient pas, donc on a mis au point un système de neutralisation, ce qui fait que ce territoire, un peu comme Clipperton, mais en beaucoup plus grand, est resté neutre pendant très longtemps, et dans l'attente d'un arbitrage qui avait été confié aux Suisses. On était tranquille. Sauf que, autant Clipperton est isolé, autant ce territoire était accessible. Et il y avait des gens que ce territoire intéressait énormément, c'était les Noirs esclaves au Brésil. Parce qu'à partir de 1848, la France avait aboli définitivement l'esclavage, ce qui n'était pas le cas du Brésil. Et donc tous les Noirs qui fuyaient, qui réussissaient à s'enfuir des plantations du Brésil, allaient là-bas et souhaitaient une chose, c'était que ça devienne un territoire français pour être totalement à l'abri. Et donc on a des descriptions extraordinaires de voyageurs français qui sont allés là-bas, où vous avez des villages de Noirs, lusophones, avec des drapeaux français sur les paillotes, et qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être annoncés. Et puis évidemment, on ne va pas se fâcher avec le Brésil pour 3 villages de paillotes, s'il vous plaît, et de la jungle avec des Indiens tout nus, donc on va les enfermer. Et à un moment, donc, sachant que évidemment ces paillotes étaient régulièrement brûlées par des hommes de main envoyés par les planteurs brésiliens, etc., sont arrivés 2 aventuriers français, c'est vraiment l'histoire des 7 mercenaires, sauf que c'est vrai et que c'est en Amazonie, qui disent, mais bon, vous voulez plus être brésilien, les Français ne veulent pas de vous, nous on vous amène la solution, c'est l'indépendance. On va créer la République de la Guyane indépendante, capitale Cunene. Et donc le 23 octobre 1886, il y a une grande soirée, on boit beaucoup et on célèbre l'indépendance. Et ce qui est extraordinaire, c'est pour ça que cette histoire a une allure de fable, c'est que ces aventuriers, qui étaient vraiment des gens de
sac et de corde, des chercheurs d'or, baroudeurs, etc., avait rencontré à Paris, peu de temps auparavant, un sympathique journaliste qui était par ailleurs conseiller municipal de Vans, autant dire un très haut personnage, et ils l'ont fait plébisciter président à vie de la République de la Guyane indépendante. Ce qui fait que ce monsieur, qui portait le joli nom de Jules Gros, a reçu le lendemain, depuis Cayenne, un câblogramme l'informant qu'il était devenu président à vie de la République de Kounani. Et il a eu cette réponse que je trouve magnifique. Dites aux citoyens de Kounani que j'accepte. Et Jules Gros n'a jamais réussi, il n'était pas très argenté, etc. Il n'a jamais réussi à mettre les pieds à Kounani, mais comme c'était un journaliste bien introduit dans les salles de rédaction, il a fait une superbe campagne de presse qui fait que jusque dans un roman de Jules Verne, il a été question de la République de Kounani, et les Français ont été beaucoup sensibilisés à cette histoire. Alors après, il y a eu plein de péripéties que je vous épargne, c'est encore une conférence de plus. On a un texte de Blaise Sandrart indiquant que 30 ans plus tard, il y a un gouvernement kounanien en exil à Londres, on est en pleine Première Guerre mondiale, et il voit défiler un petit détachement de volontaires kounaniens qui rejoignent l'armée britannique pour combattre l'Allemagne. Vous voyez que cette République de Kounani s'est souvenue de la France et de ses alliés longtemps après. Donc ça, c'est un regret effectivement important. Et puis un regret sentimental, je serai beaucoup plus rapide, nous avons manqué aussi l'île de Pâques. Cette fantastique, extraordinaire île de Pâques avec ses noailles de pierre. Eh bien, il y a un Français, un Poitevin, du Trou-Bornier, ancien canonnier de la marine, qui passait par là, qui s'est arrêté et qui s'est proclamé roi de l'île de Pâques, à une époque où le Chili n'avait vraiment pas fait acte de possession de l'île. Et les Français ont laissé passer l'occasion vraiment rêvée d'établir au moins un protectorat sur l'île de Pâques. Je pourrais multiplier ce type d'exemple. Merci. Merci beaucoup, monsieur.